Ce week-end, dans Le Devoir, il y avait un article qui s'intitulait ainsi « Devenir indépendant de fortune avant 45 ans ». Et ça m'a interpellé parce que quand j'étais jeune, je disais tout le temps à tout le monde, j'étais pour prendre ma retraite à 40 ans. Et j'ai pas réussi. Mais bon, ça m'a attiré. J'étais avec Dominique Favreau qui fait attention à ses dépenses. Donc, on pourrait dire qu'il est cheap, mais on va découvrir comment il fait ça, faire attention à ses dépenses. Et quelle est ta recette? Parce que Dominique est avec moi. Bon matin, Dominique. Bonjour François, merci de te recevoir. Tu as 36 ans. Oui. Et tu veux être indépendant de fortune à 45 ans. C'est un peu ce que moi et ma conjointe, on recherche depuis qu'on a fini nos études et qu'on a commencé à travailler. C'est de réussir à avoir l'espèce de liberté d'esprit que les finances personnelles, l'argent, les dettes, ça serait jamais un fardeau dans notre vie. Fait que plutôt que d'avoir la retraite comme objectif pour se sentir bien puis enfin libre, on s'est dit on va le faire plus tôt pendant qu'on est en train de vivre. Fait que l'objectif c'est pas d'arrêter de travailler, c'est d'être indépendant financièrement, de pas avoir besoin d'aller travailler puis de changer de job ou de projet si on veut le faire quand on va vouloir le faire. Ben, t'apportes un bon point parce que, tu sais, les gens pensent, OK, indépendant de fortune, donc je prends ma retraite. J'ai essayé de prendre ma retraite à 42 ans. J'ai 2 jeunes enfants. Bon, après 3 mois, t'appelles tous tes amis pour prendre du café, mais ils travaillent tous. Donc, mais non, c'est ça. C'est pas ça le but. Donc, raconte-moi, c'est quoi, comment ça se déroule? Parce que les gens, lorsqu'on entend ça, qu'il fait attention à ses dépenses, met de l'argent de côté, va faire son épicerie, fait des canages, bon, on va penser que t'es cheap. Ben, les gens vont penser que je suis cheap, oui. Mais ils vont confondre, disons, indépendance de fortune et indépendance financière, c'est 2 choses différentes pour moi. Oui. Indépendance de fortune, c'est quelqu'un qui est souvent des fois millionnaire, qui n'a pas besoin de travailler. Indépendant financièrement, c'est dire que tu n'as pas besoin d'attendre ta prochaine paye. Tu peux prendre 6 mois, 1 an si t'es malade, si t'as un projet, si tu veux faire le tour du monde, tu veux vivre une expérience, tu veux passer à autre chose pendant un petit bout de temps où tu as reviré de bord parce que ta vie te convient plus, tu vas le faire parce que tu peux sauter dans le vide parce que tu as ton parachute. Oui. C'est ça l'indépendance financière. Donc, c'est pas d'arrêter de travailler, puis c'est surtout pas d'être cheap et de pas vivre parce que le but, c'est de bien vivre, en fait, avec ton indépendance financière. Fait que c'est pas de rester chez vous à manger des canages, puis à pas voir tes amis, puis pas aller au restaurant parce que tu dis, ça va me coûter 40$, puis je veux pas y aller. Oui. Ça va de réussir à penser où est-ce que tu mets ton argent pour vivre les expériences que tu as vraiment envie de le faire, puis où est-ce que tu le valorises. Mais parle-moi justement, parce que bon, tu m'as cité que tu disais dans ton article que ma déclaration de l'épicerie à 75$ n'était pas cool, mais je veux t'entendre parler de ton épicerie parce que bon, moi je le dis, mais on m'écoute pas, donc je veux l'entendre de quelqu'un d'autre. Comment tu réussis, comment tu te présentes, tu pars-tu avec ta liste de petits coupons puis t'arrives à non, la caisse? Non, les coupons c'est pour les 4 ladies. Là. Le but c'est pas de faire ça, c'est de réussir à penser à quoi tu vas manger, qu'est-ce que tu vas acheter, de pas te présenter à l'épicerie avec le ventre vide puis de remplir des choses que tu as déjà préparées. C'est de revenir un peu à la base, tu sais. Puis l'inspiration que j'ai, moi c'est un peu ma grand-mère. Tu sais, les gens cuisinaient à l'époque. Là. Ils arrivaient pas avec le tout préparé, le poulet déjà cuit, on saute puis on va à la va-vite puis on mange. Si tu fais ton alimentation fait partie de ton quotidien avec ta famille, avec tes enfants, si tu y passes moindrement du temps à y réfléchir, t'as pas besoin d'acheter une nourriture préparée. Tu peux cuisiner tout toi-même. Puis littéralement, sans même y réfléchir, tu vas sauver des fois 30-40% de ta facture. Au lieu de t'acheter une lasagne congé, tu as le droit de la faire. Mais ça fait partie de ton quotidien. Puis si t'as dit que t'as pas le temps de cuisiner, c'est peut-être parce que tu passes bien du temps à travailler pour payer la nourriture que t'achètes. À un moment donné, il y a des choix aussi qu'il faut que tu fasses. Ou t'habites trop loin en banlieue. Ou t'habites trop loin, puis tu passes 1h30 dans le trafic, t'arrives, t'es en retard avec la garderie, puis tout ça. Fait que c'est sûr que ça demande un peu d'organisation, parce que si t'arrives chez vous à 6h15, tu dis bon, qu'est-ce que je mange à soir, c'est sûr que tu te manges un truc dans le congélateur. Ouais. Mais nous, à notre quotidien, que ce soit l'alimentation... Juste une parenthèse, Jérôme, vous avez combien d'enfants? Moi, j'ai 3 enfants qui ont 5, 3 et 2 ans. Fait que c'est sportif à la maison, là. Ouais. Quand tu me parles de temps, l'organisation, là, moi, je vais à la garderie, je vais partir le matin, je reviens le soir, l'autre va les chercher. Quand t'arrives à la maison, là, c'est de l'action pure jusqu'à 8h30, là. Okay. Fait que, après ce temps-là, tu commences à penser à ta prochaine journée, à la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu veux faire? Fait que quand tu fais ton épicerie, tu te présentes pas là en disant qu'est-ce qu'on mange demain. Moi, là, l'épicerie, là, c'est faire des stocks. Ouais. Ça n'a rien à voir avec ce que je vais manger la semaine prochaine. Fait que c'est comme ça que tu te sépares un peu tes spéciaux puis tout, mais tu laisses faire tes coupons. Ben, c'est ça que les gens comprennent mal. C'est qu'une épicerie, ça se planifie. Exactement. C'est pas une question d'émotion. Tu la planifies. Les poivrons sont dans le spécial. Tu cuisines des poivrons. Tu t'arranges avec ce qui est devant toi et tu fais du stockage, c'est bien entendu. Mettons, je prends des courges, par exemple. C'est le temps des courges en septembre. Mais c'est bon, 8-9 mois sur un comptoir une courge, là. Oui. Fait que t'en achètes 20-30 livres, t'en as pour ton année. Oui. Tu vas pas t'acheter des choses comme ça. Ton ananas, c'est la saison, c'est ça que tu vas manger. C'est la saison des clémentines, c'est les fruits que tu vas manger. C'est pas de manger des fraises de Californie au mois de janvier, tu vas y payer 5$ le petit casseau. Exactement. Tu manges les fruits qui sont devant toi, puis tu cuisines en fonction de ce qui est pas cher, pas ce qui est cheap. Ce qui est de saison, ce qui est des fois plus local, puis ça va être moins dispendieux. Puis quand tu peux, t'achètes du gros volume, puis tu peux congeler, tu peux canner, tu peux stocker. Donc, à partir de l'épicerie, qui est quand même quelque chose d'important, qui est une grosse dépense dans la plupart des familles, il y a le transport. Donc, tu as 2 autos. Oui, j'ai 2 autos. Moi, je vis en banlieue. Les gens pensent que je suis en vélo là, puis que j'ai pas d'argent, je dépense pas ça. Je dis, moi, je vis en banlieue, j'ai 2 voitures.
mon équation, on m'en va pas envoyer de ça pour aller travailler pour moi et ma conjointe. Mais j'ai pas une voiture à 30 000 $. J'ai 36 ans, je me suis jamais acheté une voiture neuve encore. J'ai la voiture que j'ai achetée à la succession de ma grand-mère, que j'ai payé 4 000 $, une Corolla 2003. Elle est dans mon entrée, c'est la plus laide de la rue. Mais moi, elle m'amène du point A au point B, puis c'est ça que ça sert une voiture. Ça sert à rien d'autre. Fait que quand tu regardes qu'il se vend, je sais pas, à peu près 1,2 million de véhicules neufs par année au Québec, et c'est de l'argent, là, à 30 000 $, la valeur de l'auto. On le voit, les familles moyennes sont endettées de 156 Ben et oui. ça grossit, je pense, on est rendu à 165, c'était 156 il y a 2 ans. Temps, là. Donc, toi, tu as décidé non seulement mais tu t'affiches, non seulement que c'est ton train de vie, mais tu l'affiches à travers ton blog en plus. Oui, mon blog s'appelait en premier, que j'ai parti environ 2-3 ans. J'avais le goût de faire un certain, je vais dire un coming out un peu. Je parlais de finances personnelles avec le monde, puis personne n'avait de quoi à dire, ou il me posait toutes des questions tout seul dans le corridor après, par exemple. Là. Ouais. Puis j'étais comme un peu tanné de répéter les mêmes affaires. Je dis, on commence à les écrire pour l'écrire pour tout le monde. Fait que avec le blog, ça m'a permis de passer un peu une philosophie que je traduisais aux gens autour de moi, mais je dis, il y a de quoi de plus large que ça, là. Tu sais, c'est l'indépendance financière, mais ça peut être aussi juste apprendre à mettre de l'argent pour sa retraite ou un projet, ou juste pas s'endetter de 30 000 $ quand t'as 40 ans. Mais tu sais, la Liberté 55, on se l'est fait casser. Toi, t'étais un peu plus jeune que moi, donc t'étais sur la fin. Moi, j'étais en plein dedans. J'ai 51, t'en as 36. C'est un rêve qui a jamais fonctionné. Et toi, tu dis non, t'es un peu, on peut le devenir à 45 ans. Ah, OK, tu fais attention à tes dépenses. Et j'ai aimé dans ton article, ce que tu dis, c'est que tu dis qu'on fait des choix et non des sacrifices. Exactement. Et ça, c'est important de le spécifier aux gens. C'est une grosse différence. La Liberté 55, le mensonge, moi aussi, je l'ai entendu, des petites publicités comme ça. Ce qu'on essaie de vendre aux gens, là, c'est le train de vie typique nord-américain avec le char, la maison, les dépenses. Puis même si tu travailles plus, tu peux le faire. Moi, j'essaie pas de dire ça à personne. Faut que tu fasses des choix. Puis c'est pas des sacrifices que tu vas faire, c'est que tu dis, est-ce que j'ai le goût de mettre de l'argent dans un auto ou dans ma paix d'esprit, dans un projet ou encore dans une maison trop chère qu'il faut que je rénove. À un moment donné, c'est pas des sacrifices. Si tu regardes, il y a 5 ans, 10 ans, comment est-ce que toi tu vivais, ton salaire augmente depuis ce temps-là, ton niveau de vie a juste augmenté. Ouais. Je pense pas que quand tu penses à toi il y a 5-10 ans, tu te dis, je fais des sacrifices tous les jours, tu vivais avec l'argent que tu avais. Exact. Fait qu'à chaque fois que tu as une augmentation salariale de 2, 3, 5%, au lieu d'augmenter ton niveau de vie, mets là de côté, c'est pas un sacrifice. Tu vivais déjà bien hier, tu vas continuer à bien vivre demain matin. Oui. Bon. Il y a l'épicerie, il y a les choix qu'on fait, mais à la fin de tout ça, là, faut être capable d'en mettre de côté puis le mettre quelque part. À quel endroit tu le mets? Qu'est-ce que tu fais avec l'argent que tu as trop? À chaque semaine, t'en as trop. J'en ai trop. Donc, tu dois le placer quelque part parce que si tu veux être indépendant financièrement, faut que ton argent travaille pour toi. Exactement. Donc, quelle est ta stratégie pour ça? Moi, je mise pour utiliser l'ensemble des abris fiscaux qui sont disponibles par le gouvernement. Les REER, les CELI, les REE, ça, là, c'est maxé à chaque année. Faut que tu l'utilises au maximum, sinon tu vas payer de l'impôt. En plus, il y a des subventions du gouvernement qui vont venir avec ça, fait que je vais les utiliser. Après ça, je vais les placer. Plutôt que de donner des fois 2-3 frais de frais de gestion à un conseiller, moi, j'ouvre mes propres comptes de courtage en ligne. Je fais mes propres placements en fonds négociés en bourse. Je fais pas du trading, là. Je place mon argent froidement tous les mois. J'achète à la hausse, à la baisse. Ça m'intéresse pas de savoir si on est en crise boursière ou non. Mon argent est pour dans 20-25 ans. Je la place. Donc, à chaque mois, toi, tu mets, mettons, dans le même indice. Ouais. Tu peux pas le partager parce que t'es pas un courtier reconnu. Donc, tu peux pas donner tes trucs à tout le monde, bien entendu. Mais tu le fais systématiquement dans un fonds négocié en bourse. Exactement. T'en prends plusieurs. Tu vas y aller en fonction, non pas de tes émotions, juste de dire, ça me prend un placement, je vais aller le chercher. Puis tu te poses pas de questions par rapport à ça. Puis ça se roule tout seul. Puis tu fais-tu des folies dans la vie à un moment donné? Ben oui, le monde pense que je reste chinois à faire. Ben oui. Rien, là. Moi, j'ai ma soirée de boys mensuelle. On prend un verre avec le monde. Je sors avec mes enfants. On fait les activités. J'ai des passe-temps. Moi, je tripe sur la batterie, les bénisteries. J'achète des choses. Il y a des choses sur lesquelles je fais pas de sacrifice, là. L'éducation, la santé, moi, ma famille, ça passe en premier, là. Si j'ai besoin de quelque chose pour mes enfants ou ma conjointe, quelqu'un est malade, là, il n'y a pas de question qui se pose, là. On sort l'argent puis on avance. Donc, tu es capable de mettre de l'argent vraiment de côté avec 3 enfants. Est-ce que tu as un chalet? Je pense que tu l'as vendu. Non, c'est ça. Tu l'avais vendu, hein? Ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté le chalet de mes grands-parents quand ils sont décédés. Une vieille Reagan montée sur bloc des années 70, mais j'ai passé 6 ans à le flipper. OK. Puis après ça, je l'ai vendu. Ça a été un peu mon kickstart. 6 ans d'efforts, un peu de jus de coude. Là, c'est tout ce que je pouvais faire à l'époque en étudiant en même temps. Ouais. Puis après ça, je l'ai vendu. Puis là, j'ai acheté ma vraie maison dans laquelle je vis présentement. C'est de prendre des petites opportunités comme ça qui se présentent. Tu sais, les gens vont dire, ah oui, t'as eu ta... Mais un chalet, c'est imposable. Est-ce que c'était ta résidence principale? Moi, j'ai acheté comme résidence principale. Uh-huh. Parce que j'avais pas de maison avant. Non, mais
C'est brillant. C'est ça, t'achètes une maison. Si t'as pas moyen de te payer la maison que tu veux, tu peux en acheter une petite. Tu peux l'augmenter, tu peux la rénover, tu peux la revendre, puis tu peux bouger. Faut que tu saisisses tes opportunités autour de toi, puis tout le monde en a des différentes. Puis faut pas que tu les laisses passer, puis tu peux pas te dire j'avais pas l'argent pour mon projet. Ben tiens de manquer une opportunité parce que t'as un char neuf. Ou parce que t'as trop dépensé pour faut que tu un peu priorises qu'est-ce que t'as envie. C'est pas un sacrifice, c'est de faire des choix, puis on en fait tous les jours. Donc qu'est-ce qui va arriver après 45 ans? Parce que si tu vises l'indépendance financière à partir de 45 ans, à partir de 45 ans, qu'est-ce qui va changer? Est-ce que tu vas augmenter ton train de vie? Est-ce que tu vas rester pareil? Moi, le but, là, c'est de pouvoir faire tout le temps ce que j'ai envie de faire. Fait que si à 45 ans, mon emploi m'intéresse plus, je vais changer, je me poserai pas de questions, même si j'ai pas longtemps pas qui m'attend. Si je veux partir un projet un peu fou, parce que j'en ai tous les jours des projets, je vais pouvoir le faire, ça sera pas, et j'aurai pas d'obstacle. Fait que j'ai pas besoin d'attendre ma retraite pour commencer à vivre ce que je veux. Si quelque chose qui se passe devant moi, puis il faut que je le prenne maintenant, puis j'ai pas besoin de l'échapper, ça va se passer là. J'irai pas m'asseoir sur mon sofa et lire mon journal, ça c'est la retraite de mon grand-père, ça m'intéresse pas. Je vais vivre des expériences, puis des projets jusqu'à la fin de ma vie, puis à 65 ans, ça se peut que je travaille encore. C'est pas grave, ça. Je sais que j'aurai fait tout le temps ce que je veux parce que quand ça me tentera plus, je vais avoir arrêté parce que j'aurai l'opportunité de pouvoir le faire. Si tu travaillais pas, qu'est-ce que tu ferais? Oh mon Dieu, j'ai des listes, là. J'écris, je fais de la musique, je peux faire des projets d'ébénisterie, je fais de l'engagement communautaire, j'en ai tout le temps. Serais-tu capable de vivre juste avec tes placements à partir de 45 ans? C'est-tu l'objectif? C'est un peu l'objectif. Si c'est pas 45, mais 48, ça sera ceux-là, mais c'est un peu l'idée. Puis après ça, même si je continue à avoir des revenus de travail, c'est pas que je survive à mon argent, ça me dérange pas si j'ai plus d'argent quand moi je vais mourir. Parce que le but après, c'est de passer l'argent à mes enfants. C'est de briser un peu le cycle intergénérationnel de l'iniquité. Fait que le but, toi, t'es le seul revenu là, en ce moment dans ta... Ma conjointe, elle a une bourse parce qu'elle est aux études pour l'instant, mais je suis le majeur, le revenu majeur dans la famille. Mais ensemble, on est à 85 000 de revenus bruts. Là. Moi, je vis en banlieue de Montréal. Là. Fait que ça arrive Nord, Longueuil ou à Laval. Là, je suis ton voisin. Là. T'sais? Fait que je ressemble aux gens que tu vois autour de moi, puis on n'a rien de plus spécial. Les gens pensent que t'es riche, fait que tu peux le faire. Donc tu peux devenir indépendant de fortune, t'es pas cheap, tu fais ton épicerie, ça coûte pas cher, et tu as quand même des sorties avec les gens. Donc, en conclusion, c'est que on peut faire des choix dans la vie puis être heureux pareil. Ben exactement. C'est que tu essaies de vivre avec le lifestyle des gens qui t'entourent puis d'augmenter à chaque année, jamais ça va te rattraper. Mais tu fais tes propres choix, tu vis bien avec, puis tu t'assumes, puis tu te gères. Tu vas voir qu'il y a pas mal plus d'espace dans ta vie financière que tu penses qu'il y en a. Merci Jérôme de nous avoir éclairé là-dessus. Dominique. Je m'excuse, Dominique, ça arrive même dans vrai. L'émission qui s'en vient, c'est avec Anaïs Guertin-Lacroix pour Mère ordinaire. Merci tout le monde, bonne journée.